Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours, en direct, du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle du CAE, la coopérative d'activité et d'emploi. Alors, c'est un concept qui est peu connu, mais ça permet évidemment de se lancer dans l'entrepreneuriat et de bénéficier d'un statut de salarié. On en parlera avec Audrey Julienne, à la tête de Boots & Camps. Elle a choisi cette formule du CAE, elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Smart et réglo, la vaccination obligatoire chez les soignants, mais pas seulement d'ailleurs. Que dit la loi sur ce sujet ? Eh bien, on posera la question à un avocat, Clément Estivier. Il nous éclairera sur ce sujet, évidemment, qui agite l'actualité. La pause café avec Fanny Griesmer. Rien ne lui échappe. Elle a vu qu'en Islande, eh bien, ce pays s'était lancé sur la semaine des 4 jours. Et ça fonctionne. Elle nous racontera eh bien, le choix qu'a fait ce pays. Le cercle RH avec les experts de Smart Job. Vaccination obligatoire, évidemment, c'est le sujet de l'actualité de la semaine. Avec les secteurs de santé, mais plus largement sur tous les secteurs en première ligne qui ont accès au public. On parlera des restaurateurs qui sont mécontents de cette proposition et de cette formule. On en parlera. Vaccination obligatoire, stop ou encore. On posera la question à nos invités. Et puis le livre de Smart Job, l'intelligence collective en entreprise, un livre sorti chez Personne. L'auteur est avec nous, Charlotte Dupéra. Ce sera le livre de Smart Job. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, j'allais dire bien dans son statut juridique. Le sujet qu'on va évoquer avec Audrey Julienne aurait pu rentrer dans notre rubrique Smart et réglo, parce que c'est un débat de droit, de structure juridique d'entreprise. Audrey Julienne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Fondatrice de Boots & Cats. Tout à fait. C'est ça, hein, Boots & Cats. J'ose pas vous demander d'où vient ce nom. Vous pouvez. Ça vient d'où ? Alors, Boots & Cats, c'est une des premières phrases que l'on apprend quand on fait du beatbox. D'accord. On prononce Boots & Cats. Boots & Cats, et d'accord. Ouais. Et ça a démarré comme ça sur Ça a démarré comme ça sur une plaisanterie avec mes associés. On a trouvé le nom sympathique. On va en parler. Boots & Cats, c'est une entreprise de communication digitale. Ça fait 10 ans que l'entreprise existe. Oui et non. Et non. Oui et non. Oui et non. Et non. Racontez-nous l'histoire. Originairement, c'était une entreprise, une EURL que j'avais, qui existe depuis plus de 10 ans dans la communication digitale. Et ces quelques dernières années, je travaillais de manière très très proche avec 3 personnes qui étaient en statut freelance, donc auto-entrepreneurs principalement. Et vous vous êtes dit, tiens... On travaille ensemble sur beaucoup de projets communs. On s'est rendu compte qu'en unissant nos forces, on pouvait aller beaucoup plus loin. Donc, on s'est dit, on va essayer de rééquilibrer les choses. Et plutôt que d'avoir une structure URL et des freelances, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus horizontal, où tout le monde est associé. Et on a choisi le statut CAE. Je me posais la question très naïvement, c'est un avocat qui vous soumet ce statut dont on parle trop peu, ce statut de CAE. Ça appartient au SCOP, aux coopératives. Le CAE, c'est une particularité, on va l'expliquer. L'avocat vous en parle ou c'est vous qui avez dû gratter, fouiller, chercher ? C'est moi qui ai gratté, fouillé, cherché. Oui, je cherchais quelque chose qui alliait à la fois le côté individuel, parce que aussi bien les unes que les autres, on avait envie de garder cette indépendance qu'on avait quand on était seul, et le côté collectif, et qui permettait aussi d'aider d'autres personnes à grandir. Parce que souvent, quand on est freelance, on est un petit peu limité dans son champ d'action. C'est vrai. Et c'est en travaillant avec des personnes qui nous ressemblent. Enfin, limité dans le champ d'action, ça veut dire que vous êtes trop petit pour aller chercher des gros clients. Là, vous avez particulièrement dans la communication digitale. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans votre statut, parce que c'est un statut que vous avez choisi, qui vous va bien, vous êtes bien dans ce statut de coopérative d'activité et d'emploi, c'est quand même ce qui va vous permettre de changer quand même de paradigme et d'avoir un statut de salarié, il faut quand même le préciser. Exactement. Ça a été un sacrifice sur bien des points, d'un point de vue économique en tout cas. Sur le salaire. Pour chacune d'entre nous, ça a été un petit sacrifice. Mais par contre, on regarde les choses un petit peu plus sur le long terme et c'est pour nous plus de stabilité, plus de... Oui, j'ai envie de vraiment... La stabilité, c'est la chose à laquelle on aspirait le plus. On est tout un petit peu dans la trentaine et on avait envie de se poser. C'est quoi ? C'est l'idée d'un peu du ras-le-bol du travailleur indépendant qui travaille le week-end pour faire ses factures, qui le samedi court dans tous les sens, de se dire on se pose un peu plus ? Oui et non, parce qu'on continue à être indépendante dans l'esprit,
Donc certaines choisissent de travailler le soir et le week-end, mais plus par rapport à des problématiques sociales et culturelles, ou par exemple pour avoir un appartement aujourd'hui dans n'importe quelle grande ville de France, sans fiche de paye, quand on est freelance, c'est très difficile. En termes d'organisation, je dirais presque de conseil d'administration, alors vous êtes 4 associés, on est bien d'accord? Tout à fait. Et vous avez un 5e collaborateur, et son statut est là aussi très particulier. C'est-à-dire qu'elle aussi, je crois que c'est une femme, est une indépendante, mais qui touche un salaire. Tout à fait. Alors, elle est entrepreneur salariée, comme nous le sommes toutes les 5 au final. Même si nous sommes entrepreneurs, 4 d'entre nous sont entrepreneurs salariés associés. Et puis donc, nous avons une 5e personne qui est arrivée, Mélanie, qui, elle, est pour le moment uniquement entrepreneur salarié. D'accord. Mais... Et qui apporte, je dirais quoi, ses clients, qui vient s'agréger, Oui, elle apporte ses clients, elle apporte ses compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une CAE traditionnelle, on peut avoir tout un tas de métiers différents qui ne travaillent pas forcément les uns avec les autres. Nous, on fait un petit peu figure à part. On est une CAE très spécialiste. Très intégrée, finalement. Voilà, avec beaucoup de liens collaboratifs entre les personnes, mais ce n'est pas une obligation dans une CAE classique. Alors, plusieurs questions. Là, encore une fois, c'est très smart et réglo, c'est très juridique. Il faut avoir un siège social commun pour justifier du fait qu'on soit bien des associés d'une CAE? On a un numéro SIRET, donc on a une structure, et c'est la CAE qui facture pour l'ensemble des prestations avec différentes enseignes. Autre question très naïve là aussi, capital social. Comme pour une SARL, il faut avoir un capital social? Absolument. Donc chacun a mis au pot? Oui. Si chacun n'a pas les mêmes moyens pour investir, vous me disiez, et ça c'est très intéressant, vous êtes tous à égalité. Oui, parce qu'une CAE c'est une SCOP, donc quel que soit le nombre d'actions, de parts qu'on a dans le capital social, c'est une personne, une voix. Ça c'est une règle de base d'une SCOP. D'accord. En termes de répartition, ça marche comme pour une SARL, de dividendes, de fiscalité. Est-ce qu'il y a des particularismes à ce statut de CAE? Alors, en ce qui concerne les dividendes, on fonctionne comme une SCOP, donc c'est principalement le principe de la SCOP, c'est-à-dire qu'une partie du chiffre d'affaires doit être réinvestie dans l'entreprise, une partie doit être distribuée à l'ensemble des salariés, qu'ils soient associés ou pas. Donc cette salariée, la 5e, elle en bénéficiera aussi. D'accord. Voilà. Et puis après, une 3e partie, potentiellement, peut être divisée, cette fois au prorata du nombre d'actions que l'on a dans le capital social. Avant de nous quitter, Audrey, vous vous sentez comment, là, quand je vous interroge aujourd'hui? Vous êtes venu nous parler de ce statut, le promouvoir en quelque sorte, parce que vous portez ce statut. Vous vous sentez chef d'entreprise? Vous vous sentez salarié? Comment vous vous situez? Je me sens chef d'entreprise parce que je suis la gérante de la structure. Je me sens aussi entrepreneur salarié parce que j'ai mon enseigne personnelle. Je me sens porteuse d'un message et d'une proposition à tous les gens qui ont envie de se lancer de manière individuelle, mais qui ont peur de se sentir seuls et qui ont envie d'avoir la force d'un collectif, qui ont aussi peut-être peur du manque de stabilité du statut freelance, d'aller essayer le statut CAE. Donc ça veut dire quand même que ce qui vous a aussi poussé à le faire, c'est que vous aviez autour de vous des gens avec qui vous aviez envie de vous associer. Parce que pour créer cette SCOP, cette CAE, il faut avoir des gens avec qui on dit tiens, ça ne te dirait pas de monter la CAE. On peut pas le faire tout seul. Pour nous, c'était important au départ. C'est vital. Oui, tout à fait. Merci Audrey Julienne. Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir comment ça s'appelle, du scratch? Du Big Box. Du Big Box. Boots and Cats, ça vient du Big Box. Vous avez donc fait une fête soir et vous avez chanté. Et est né, bien sûr, est né Boots and Cats, qui est une formule particulière d'une coopérative d'activité et d'emploi que vous êtes venu promouvoir, parce que c'est un statut qui est peu connu. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Vous qui arrivez de Lyon, faut-il le préciser. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Tiens, on ne va pas être dépaysé, mais on va revenir alors sur un sujet qui, lui, est dans l'actualité, tant la CAE ne l'est pas. La vaccination obligatoire, comment ça marche? Qu'est-ce que dit la loi exactement, alors que le gouvernement est en train de plancher sur un projet de loi soumis évidemment aux fourches codines du Conseil d'État? On en parle tout de suite avec notre avocat. Le sujet agite l'actualité, la vaccination obligatoire depuis les annonces du président de la République Emmanuel Macron. C'est vrai que les choses se sont accélérées avec des manifestations, il faut le dire, ce week-end, de Français qui ont dit mais non, hors de question de nous obliger à le faire, avec des soignants dans les cortèges, des infirmières qui étaient d'ailleurs en tenue d'infirmière. On en parle avec Clément Estivier. Bonjour Clément. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Avocat en droit du travail au cabinet Faro. Vous avez choisi de faire un focus, c'est très intéressant. Qu'est-ce que dit le droit sur cette vaccination obligatoire? C'est quoi le principe général d'abord, pour commencer par être très large? Alors le principe général, c'est qu'on a une obligation aujourd'hui d'être vacciné de 11 vaccins depuis 2018
à l'ensemble de la population. Et on a une obligation particulière, et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, sur l'obligation d'être vacciné pour certaines professions et pour certains vaccins. Alors, rentrons dans le détail. Il y a une liste, j'imagine, qui a été fixée par la loi ou par le décret. Quelles sont les professions qui sont soumises à des vaccins obligatoires? Quelles sont-elles? Alors aujourd'hui, ce sont des professions qui sont limitativement énumérées par l'article du Code de la santé publique. On a des professionnels soignants, des professionnels qui travaillent dans des maisons de retraite, des professionnels aujourd'hui qui travaillent par exemple dans des laboratoires de biologie ou même dans les pompes funèbres. Ça, aujourd'hui, sont à peu près, dans l'ensemble, les professions qui sont concernées. Enfin, je m'autorise à vous couper, Clément, mais on a vu quand même que seuls 57% des personnes qui étaient dans les EHPAD étaient vaccinées. Pour le reste, est-ce que leur employeur, selon les règles du Code de la santé, était déjà en mesure, avant le projet de loi, de se séparer d'eux? Alors, effectivement, il y avait une obligation de vaccination avant concernant 7 vaccins. Ah, on n'est pas sur le vaccin Covid. On n'est pas sur le vaccin Covid. Voilà. Et donc, on avait une obligation, par exemple, concernant l'hépatite B. C'est ça. Alors, concernant les sanctions, effectivement, il y avait la possibilité déjà, à l'époque, de sanctionner un salarié qui refusait de se faire vacciner pour un vaccin qui était prévu par le Code de la santé publique. À titre d'exemple, on a eu une décision de 2012 de la Cour de cassation. Il y a une jurisprudence. Exactement, qui, pour un salarié qui travaillait dans des pompes funèbres, refusait de se faire vacciner de l'hépatite B, avait été licencié pour cause réelle et sérieuse, et la Cour de cassation avait validé le licenciement. Donc, effectivement, on validait le fait que quand on n'était pas vacciné pour ce vaccin, la question qui est posée là aux juristes, parce que vous avez, j'imagine, vous êtes le regard collé sur les dépêches et les communiqués de presse, il va falloir donc élargir cette liste des 7 vaccins en particulier là pour les soignants à un 8e. Il faudra intégrer le vaccin Covid, on est d'accord? Exactement. C'est la seule solution. Et c'est tout l'enjeu, justement. Aujourd'hui, le ministre du Travail ne peut pas le faire via décret, il est obligé de passer par une loi, raison pour laquelle on a un avant-projet de loi. Alors, on a un avant-projet de loi qui a été publié avant-hier, qui va encore cheminer, c'est-à-dire qu'il va passer en Conseil des ministres, devant le Parlement et devant le Conseil constitutionnel. Exactement. Est-ce que c'est constitutionnel? Et alors, sur le principe de la vaccination obligatoire, le principe, il est constitutionnel à partir du moment où il a été validé par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En revanche, ce sont les modalités d'application de la vaccination obligatoire. C'est-à-dire que ce sur quoi va s'attarder aujourd'hui le Conseil constitutionnel sont les délais qui sont aujourd'hui imposés au personnel soignant pour se vacciner, les professions éventuellement qui sont concernées. On comprend parfaitement aujourd'hui qu'un aide-soignant le soit, mais peut-être que les fonctions support, c'est peut-être plus... Ça fait l'objet de débat. Le comptable, exactement. Ou l'aide comptable. Et puis également les sanctions qui sont aujourd'hui prévues dans l'avant-projet de loi. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'elles disent? C'est un avant-projet de loi qui n'a pas été validé encore, mais c'est quoi les sanctions? Pour l'instant, les sanctions, c'est à partir du 15 septembre, si un personnel soignant n'a pas complété son schéma vaccinal, il fera l'objet d'une suspension de son contrat de travail pour une durée de 2 mois. Et à l'issue de cette durée de 2 mois, il pourra faire l'objet d'un licenciement. D'accord, ça c'est ce qui avait été annoncé par Olivier Véran il y a quelques jours, qui était en fait finalement le contenu de cet avant-projet de loi. Débat à l'avocat, parce que là il y aura aussi peut-être une jurisprudence. Lorsqu'un policier ou un pompier, en l'occurrence un policier qui va visiter quelqu'un pour lui demander s'il est bien resté chez lui pendant 10 jours et que ce policier n'est pas vacciné, comment on fait là? Est-ce que la personne qui ouvre la porte peut attaquer, peut porter plainte, peut faire un appel au procureur en disant la personne qui est venue me contrôler elle-même n'est pas vaccinée? Alors l'enjeu, ce sera de vérifier déjà dans un premier temps si les gendarmes et policiers font partie de ces professions qui sont concernées. Et oui. Et ça fera déjà l'objet d'un premier débat. Quelles sont les professions qui sont concernées? Sachant que si les professions concernées sont établies trop largement par le législateur, le risque, c'est que le Conseil constitutionnel vienne retoquer la loi. C'est ça, le danger, c'est qu'effectivement, c'est les fourches codines du Conseil constitutionnel qui va valider. Par exemple, est-ce que un employeur peut exiger que ses salariés se fassent vacciner? Est-ce que l'employeur seul, on imagine que le texte n'est pas sorti, est-ce qu'il peut le faire tout seul? Alors, si c'est un vaccin prévu par la loi et que c'est une profession prévue par la loi, pour l'instant, il est dans l'obligation. Il n'y a pas véritablement de sanctions, on le verra. L'avant-projet de loi prévoit, lui, des sanctions, mais
il est dans l'obligation de demander un certificat vaccinal à ses salariés. En revanche, il ne peut pas étendre la liste de professions ni la liste des vaccins. C'est-à-dire qu'il ne peut pas demander à des salariés qui ne sont pas prévus par la loi d'être vaccinés. Donc pour le dire clairement, Clément, un restaurateur, au moment où on se parle, ne peut pas obliger ses salariés à se faire vacciner. Exactement. Juridiquement. Du Covid, en tout cas. Du Covid, je précise bien, du Covid. Il n'est pas en capacité de le faire. Deuxième sujet qui va venir évidemment percuter le statut même je pense au restaurateur, l'obligation qu'il aura de vérifier les passes sanitaires. Ça, c'est un débat de droit. Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Est-ce qu'il est habilité? Et est-ce que la loi le prévoit? Est-ce qu'elle intègre l'idée que c'est à l'entreprise de vérifier à l'entrée? Alors, aujourd'hui, c'est ce que prévoit en tout cas l'avant-projet de loi. On verra si c'est constitutionnel ou non. Compliqué, ça. C'est plutôt compliqué quand même pour les employeurs de s'assurer toutes les 48 heures, si le salarié n'a pas été vacciné, de justifier d'un test PCR, sachant que les sanctions sont les mêmes que pour le personnel soignant. C'est-à-dire qu'un salarié qui ne justifierait pas le 30 août d'une obligation, d'un pass sanitaire, que ce soit un test PCR ou un vaccin, serait suspendu, son contrat de travail serait suspendu et pourrait faire l'objet d'un licenciement. Donc ça démarrerait par ce qu'on appelle la mise à pied, donc on n'est pas rémunéré mais on garde son contrat, et puis après ce délai, si la personne ne n'est pas mise en règle, le couperet tombe, on le licencie. Alors ça va être des batailles terribles. C'est une très bonne question parce que justement, cette période de suspension, on ne connaît pas aujourd'hui le statut du salarié. Ben oui. On ne sait pas s'il est mis à pied, s'il est mis en congé, s'il bénéficie du chômage partiel. Ben oui. Et de la même manière, pour le licenciement, on ne sait pas la nature du licenciement. Si c'est un licenciement fautif, si c'est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, comme l'a validé la Cour de cassation. Ben oui, les conséquences et sont pas les mêmes. Ben ouais. Exactement, quelles indemnités pourraient prétendre le salarié. Vous qui avez le recul de la loi pour conclure, en tout cas le regard panoramique, on se fait des nœuds dans la tête ou il y a un vrai sujet juridique là, il y a un vrai problème juridique? Est-ce qu'on complique un peu les choses parce qu'il y a les anti-vax qui manifestent et qu'il y a un débat politique, ou est-ce que sur le plan du droit, vous dites c'est un peu comme pour les autres vaccins finalement? Alors la différence avec les autres vaccins, c'est les délais, la rapidité dans laquelle ça a été mis en œuvre, c'est-à-dire que le personnel soignant ne peut se faire vacciner que depuis le mois de février. C'est vrai. Et on lui demande aujourd'hui, le 15 septembre, d'avoir un schéma complet vaccinal. La difficulté, c'est vraiment l'aspect récent du vaccin, les doutes encore et le manque de confiance que peuvent avoir certaines personnes encore vis-à-vis de ce vaccin, ce qui n'est pas du tout le cas des autres vaccins. On a attendu plusieurs années avant de les instaurer. Donc on est dans une situation totalement inédite. Donc c'est normal qu'on se pose quand même ces questions. Très intéressant ce point de vue d'un avocat. Effectivement, c'est le manque de recul, c'est les arguments qui avaient été utilisés notamment par les manifestantes, qui étaient des femmes, des aides-soignantes, sur le fait qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner. Merci Clément Estivier, on va suivre ce dossier de très près. Ce sera d'ailleurs le thème de notre débat avec les experts de Smart Job dans quelques minutes sur des chefs d'entreprise et le regard qu'ils portent justement sur cette obligation vaccinale. Merci Clément Estivier, avocat en droit du travail au cabinet Faro. On fait une petite pause, la célèbre pause café, et on part au pays des volcans, en Islande. Oui, Fanny Griesmer nous emmène en Islande, ce n'est pas une blague, c'est la pause café. La pause café avec Fanny Griesmer. Là, c'était intéressant, on va quitter un petit peu les rivages de l'actualité de la vaccination parce que vous nous emmenez mais ça reste en Islande. C'est un sujet qui est porté par Pierre Laroutourou en France depuis des années. Exactement. Et qui le porte encore et qui a d'ailleurs fait un tweet sur le sujet dont vous parlez, qui est la semaine des 4 jours en Islande. Eh oui, travailler moins, mieux, tout en gagnant autant. C'est la promesse de la semaine de 4 jours. Alors l'idée n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que la pandémie semble insuffler une nouvelle vie aux arguments plaidant en sa faveur. Et c'est vers l'Islande que les regards se tournent aujourd'hui. Ce pays du Nord vient en effet de dévoiler les résultats d'une vaste étude pilote. Des résultats particulièrement prometteurs qui pourraient bien faire des émules. Oui, c'est quoi l'idée? C'est qu'on donne envie à travers cet exemple. En fait, la pandémie a vraiment relancé cette idée. C'est vrai que la question du télétravail semble être sur toutes les lèvres en ce moment, mais il y a d'autres initiatives qui font parler d'elle et donnent des idées, notamment celle de la semaine de 4 jours, un concept novateur présenté d'une part comme une mesure pour relancer l'économie post-crise sanitaire, soit comme un moyen d'améliorer productivité et surtout bien-être au travail, 2 notions devenues centrales depuis la crise. C'est une expérience incroyable dans laquelle se lance l'Islande. Et oui, l'Islande vient de réaliser vraiment la plus vaste expérience au monde sur le sujet. Pendant 4 ans, de 2015 à 2019, 2500 Islandaises, qui représentent à peu près 1% de la population, ces 2500 Islandais ont travaillé 35 heures par semaine au lieu de 40 et
surtout pour le même salaire. Lancé à l'initiative de la mairie de Reykjavik et du gouvernement islandais, la semaine condensée sur 4 jours a été testée avant la pandémie dans le secteur public. Différents lieux de travail, une centaine, comme des bureaux, des écoles, des hôpitaux ou encore des services sociaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont tiré de cette expérience? J'imagine positive. Les résultats ont été analysés effectivement sur des données quantitatives et qualitatives, et il semble ne sortir que du positif. D'une part, la productivité, elle n'a pas diminué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Dans certains cas, elle aurait même augmenté concrètement. Dans les services qui ont testé l'expérimentation, les équipes ont réorganisé leur journée, de nouveaux modes de travail ont été développés, la durée des réunions raccourcis, certaines tâches inutiles supprimées, on en rêve tous. Résultat, un niveau de service similaire rendu avant et après le passage à la semaine de 4 jours. Par exemple, au bureau des états civils d'Islande, le nombre de requêtes satisfaites n'a pas changé, ni le temps d'attendre. Je trouve ça assez intéressant d'ailleurs d'expérimenter. La qualité du service est restée la même. Surtout dans les services publics. Je trouve ça assez intéressant de justement avoir mené cette expérimentation dans le service public. Alors, est-ce que c'est la clé du bonheur au travail? Peut-être bien, puisque dans les résultats, on a analysé aussi la qualité de vie au travail et en tout cas les résultats sur le bien-être des salariés. Au terme de l'expérimentation, les salariés se disent plus satisfaits de leur travail, plus épanouis professionnellement, plus motivés aussi, mais également plus positifs et plus heureux. Physiquement, ils se sentent moins stressés, plus énergiques. Des changements majeurs qui se sont traduits par de nouvelles habitudes, notamment parce que la semaine de 4 jours, ça vous laisse une journée de plus par semaine, que vous pouvez appeler ou pas au week-end. Je ne sais pas comment ils ont. C'était le débat d'hier d'ailleurs. Exactement. J'imagine qu'on arrête le jeudi soir. Donc c'est bien là tout l'intérêt du concept, c'est de pouvoir récupérer du temps sur sa vie personnelle. Donc plus de temps pour les loisirs, l'activité physique, les interactions sociales et les tâches domestiques aussi, des tâches qui seraient, depuis à en croire les intéressés, mieux réparties au sein de la famille. En tout cas, cette micro-expérience a apporté ses fruits à plus grande échelle. Et à plus grande sinon, il ne l'aurait pas validé. Effectivement, des effets bénéfiques au-delà de l'échantillonnage qui a testé la semaine de 4 jours, mais sur le reste de la population aussi. Depuis la fin de l'expérimentation, de nouveaux accords ont été signés dans le secteur public comme dans le secteur privé. Aujourd'hui, 86% des actifs islandais travaillent moins et ou ont des horaires plus souples. Donc, tout le monde en bénéficie aujourd'hui. On se dit, l'Islande c'est un petit pays, faut-il le préciser, mais tout ça, toutes ces études pourraient faire des émules. Ça donne à réfléchir, effectivement. On a l'Espagne notamment qui lancera un projet pilote similaire dès l'automne prochain, en passant de 40 heures à 32 heures. Donc là, on aura vraiment une semaine de 4 jours. L'idée fait son chemin aussi au Royaume-Uni. 45 députés ont signé récemment une motion pour demander au gouvernement d'étudier la proposition. Plus surprenant, au Japon, un pays où l'expression « se tue à la tâche » prend pourtant tout son sens. Et bien, dans ses directives annuelles en matière de politique économique, le gouvernement nippon a récemment encourager les entreprises à adopter la semaine de 4 jours. Derrière l'annonce, double objectif, relancer l'économie, mais aussi prévenir les burn-out, et ils sont nombreux là-bas. Et en France, tiens, parce que c'était un sujet qui avait agité l'élection présidentielle chez certains candidats, on s'en souvient. Je trouve que c'est difficile à imaginer, alors que le débat des 35 heures n'est toujours pas clos, alors que ça fait 20 ans que la mesure a été mise en œuvre. On s'écharpe toujours concernant son efficacité, donc effectivement, difficile d'imaginer qu'on puisse mener une telle expérimentation. Il y a pourtant une loi qui permet à toute entreprise de passer à la semaine de 4 jours. Il s'agit de la loi Robien, votée en 96, donc ça fait quand même un petit paquet d'années, effectivement. Avant les 35 heures. Avant les 35 heures. Pourtant, aujourd'hui, on a une petite poignée d'entreprises seulement qui ont sauté le pas. Des entreprises qui font figure de précurseurs, voire d'ovnis, car le sujet divise encore et toujours. Selon un sondage mené en juin dernier par Axis Consultant et Faber Content, auprès de CEO, de DRH et de managers, 18% estiment que c'est une bonne idée, 42% estiment que c'est une idée à tester et 40% jugent l'idée
farfelu. Donc une majorité souhaite quand même le pousser. 42 plus 18, on est à 60%. Oui, voilà, donc ça compte. Peut-être un jour, à quand une expérimentation à grande échelle en France, eh bien l'avenir nous le dira. Je trouve que ça serait intéressant parce que l'expérimentation permet aussi de voir les effets positifs et de l'envisager peut-être à un petit peu plus grande échelle. Et le débat des services publics, la qualité rendue au public. Mais c'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans l'Islande. Qui n'était pas dans l'industrie. Généralement, on a des entreprises et forcément des secteurs différents, mais pas des services publics. Je pense que c'est une idée à creuser, à expérimenter peut-être d'abord. Merci Fanny. Merci à vous. Bon week-end. Oui, de 2 jours. De 2 jours, c'est ça. Et oui, une semaine des 5 jours. On fait une courte pause, on va s'intéresser, vous l'imaginez, avec les experts de Smart Job, au débat qui agite l'actualité de la semaine sur cette vaccination. Depuis les propos du président Macron, évidemment, les avocats, le gouvernement, les experts, le Conseil d'État, bref, tout le monde planche sur ce fameux projet de loi pour savoir comment organiser cette vaccination obligatoire. C'est compliqué. Et puis, il y a les secteurs d'activité, on en parlera, notamment les restaurateurs, qui sont vent debout, qui considèrent évidemment que ce n'est pas à eux, ce n'est pas le rôle du restaurateur de vérifier le fameux pass sanitaire. C'est un casse-tête juridique. Puis, il y a un débat aussi autour des libertés, les libertés fondamentales. On en parle avec nos experts. Ils sont là. Ils seront là, en tout cas, juste après la pause. Le cercle des experts, les cercles de Smart Job avec les experts. On va parler aujourd'hui, devinez de quoi ? De la vaccination obligatoire ou pas ? Qui la gère ? Comment elle s'organise ? À quoi va ressembler ce projet de loi ? Parce qu'il est en gestation, il y a déjà un avant-projet de loi qui est préparé. Est-ce que c'est aux entreprises de gérer la gestion de l'obligation vaccinale ? Tous ces sujets sont sur la table. Et puis qui contrôlera évidemment ? Parce que ça c'est un autre sujet, ce sont des policiers qui eux-mêmes, pour certains, ne souhaitent pas être vaccinés. On arrive quand même dans un casse-tête un peu complexe. À quoi va ressembler la rentrée de septembre ? Parce qu'à travers ce variant, c'est aussi la rentrée qui se prépare. On en parle avec mes invités, mes experts. Marine Balançard, merci d'être avec nous, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Et j'ai lu votre papier dans le Huffington Post, puisque vous signez parfois dans l'Obs, mais cette fois-ci c'était le Huffington, où vous expliquez assez subtilement que tout cela, avec ces transferts numériques, va plutôt favoriser les grosses boîtes, Amazon. On va rester chez soi à regarder Netflix, on n'ira plus au cinéma, on va commander ses courses. Et vous dites qu'on est en train un peu de changer de monde et de tuer une partie finalement de notre économie, celle du XXe siècle. On fera le point avec vous dans quelques instants. Frédéric Yvernel, merci d'être là, DRH du Théâtre du Châtelet. La question vous sera posée, le DRH du Théâtre du Châtelet, est-ce qu'il oblige les techniciens, est-ce qu'il oblige tout le monde à partir du 31 août à venir avec son pass? Est-ce que c'est vous, Frédéric, qui serez à l'entrée du théâtre pour vérifier les codes barres Vous auriez une autre question. C'est ça. Mais je la mets de côté, celle-là. Je la mets de côté. François Vigne, merci d'être avec nous, fondateur, directeur associé de Sycomore Corporate Finance et membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être avec nous. Je vous la pose abruptement. Dans quel état d'esprit vous êtes à l'issue d'une semaine où on ne parle que de cette vaccination? D'abord, est-ce que vous êtes favorable, François, Marine et Frédéric, à une vaccination obligatoire, à tour de rôle? Est-ce qu'on oblige de l'ensemble de la population? Bien sûr, la question est posée. Il y a quand même très peu de pays qui obligent la vaccination contre le Covid-19. Voilà, on est d'accord. Sauf qu'on s'y achemine doucement. Là, il y a le pied dans la porte. Enfin, il y a plus que le pied dans la porte. Le bazooka est sorti. Et ça commence par les soignants, parce que c'est politiquement presque incontestable. Personne ne va dire oui, les soignants ne doivent pas être vaccinés. Donc c'est assez subtil. Et une fois que le pied est dans la porte, c'est prévu pour l'automne, la généralisation de la vaccination. Sauf que c'est subliminal, c'est pas annoncé. Et c'est un peu ce qui est regrettable, c'est que c'est pas très franc du collier. Voilà. On aurait peut-être préféré que le président se positionne sur une vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population, s'il pense que c'est ça qu'il faut faire et qui va nous permettre de sortir de la crise. Alors, il y a des chiffres. Dès son allocution, 792 000 personnes s'étaient inscrites sur Doctolib, qui a fait d'ailleurs exploser Doctolib. Et puis en même temps, comme dirait l'autre, 25 000, je crois, en France, dans de grandes villes de France, ont manifesté ce week-end pour dénoncer finalement cette dictature qui finalement bride leur liberté. Qu'est-ce que vous dites, vous, le chef d'entreprise et l'un des membres des EDC? Quelle est votre ligne sur ce sujet? Liberté ou obligation pour sauver notre économie?
Là, moi, en tant que François Vigne, je suis favorable à la vaccination. Et d'ailleurs, dès que j'ai été autorisé à me faire vacciner, je me suis fait vacciner. Je recommande à mes proches de se faire vacciner, avec une exception sous, je dirais, les jeunes, où la question se pose de façon plus importante. Mais donc, à titre personnel, je suis favorable. Pour autant, de même que Voltaire se battait pour que ceux qui s'opposaient à ses opinions puissent se défendre leur opinion, moi, je suis également pour défendre la liberté de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Donc, je suis favorable à cette liberté, tout en encourageant les gens à se faire vacciner, puisqu'il semble que pour la plupart des gens, en tout cas, à partir d'un certain âge, il y a plus de bénéfices à se faire vacciner qu'à ne pas se faire vacciner. François, c'est une ligne de crête ce que vous nous dites. Vous dites, bien sûr. Bon, j'accepte celui qui ne veut pas, mais en même temps, celui qui ne veut pas est en face de vous, une aide-soignante qui vous soigne. Et je suis également pour ne pas priver de droit ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et le cas des soignants est assez différent, puisque là encore, les soignants ont beaucoup d'autres vaccins qui leur sont imposés. C'est une 7 vaccins obligatoires. C'est une profession très particulière. De la généraliser cela à toute la population, c'est très différent. Et c'est quand même ce qu'on est en train de faire, car derrière le pass sanitaire, c'est quand même c'est la vaccination obligatoire, puisque quand on prive de la totalité de leurs droits les gens, c'est la vaccination obligatoire. Et donc moi, en tant que patron, j'encourage, je dirais, mes salariés à se vacciner. En revanche, il est hors de question que j'aille moi-même vérifier leur vaccination. Je suis très attaché. Ça, vous y refusez. Je suis très attaché au principe de confidentialité des données médicales pour mes personnels. Ils n'ont pas à me donner leur état de santé. Donc je vous ai posé la question indirectement, mais je vous la repose parce que cette question, elle est posée à tous les DRH, qu'ils soient dans le secteur de la culture ou qu'ils soient dans n'importe quelle entreprise. Il va être question à un moment donné d'aller vérifier. As-tu ton passe sanitaire ou as-tu un test récent de 48 heures, auquel cas le 30 et à partir du 15, je te mets à pied. Enfin, je veux dire, quand on est DRH dans un secteur culturel, c'est un casse-tête, c'est même un cas de conscience, j'imagine, pour vous, de vous poser cette question. Oui, alors d'abord, je partage le point de vue de François sur cette nécessité qu'on a probablement tous de se vacciner aujourd'hui si on veut retrouver une vie normale. Donc la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est incitée d'une façon un peu particulière. Mais en tout cas, si on veut effectivement retrouver tout simplement le plaisir d'être ensemble, la vaccination sera obligatoire. Pour le théâtre du Châtelet, en fait, ou pour les grandes institutions culturelles, ce pass sanitaire, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Oui. Parce que nous, on a toujours eu cette double nécessité à la fois d'assurer la sécurité des spectateurs et des collaborateurs qui sont au contact du public, et puis de l'autre côté, d'essayer de jouer nos spectacles en jauge pleine, parce que c'est comme ça que finalement l'émotion est la mieux partagée. Oui, parce que ça vous permet d'avoir une jauge pleine, là. Oui, ça va nous permettre d'avoir des jauges pleines, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce qu'on était effectivement en restriction et en distanciation physique et sociale. Vous étiez en demi-jauge, là, depuis... On était en demi-jauge. En demi, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Donc là, on va pouvoir retrouver des salles pleines à 2000, 2200. Permettez-moi, je faisais un peu une image pour ceux qui nous regardent. C'est pas vous, Frédéric Ivernel, qui le soir allez regarder un par un. Mais on parle de vigiles, on parle de ceux qui contrôlent les billets et qui pourraient au même moment vérifier, on est bien d'accord, le pass sanitaire. Donc ce que vous faisiez pour les tickets, vous dites, nous au théâtre, on peut aussi vérifier en même temps le pass. On va le faire parce qu'il y aura des dispositifs informatiques qui vont permettre une vérification assez aisée. Ça pose deux autres questions. D'abord, celle de la fluidité de l'accès dans les salles. C'est ça. Et nous, on doit travailler sur cette logistique-là parce qu'on veut que nos spectateurs puissent rentrer dans la salle de façon extrêmement... Sans attendre 2 heures. Et sans attendre 2 heures. Et entre j'ai perdu ma carte d'identité, je ne retrouve pas mon téléphone, etc. Effectivement. J'ai plus de batterie. Donc il faut qu'on travaille sur cette fluidité. Et puis, de l'autre côté, il y a effectivement cette nécessité de bien traiter les problématiques qui vont nécessairement arriver, de litiges sur ceux et celles qui auront acheté des billets et puis qui se verront refuser l'accès pour des raisons de téléphone mort ou de papier oublié. Oui, non, excusez-moi, je donne la parole à Marine Balançard qui a examiné la mutation numérique par rapport à l'article, je veux vous entendre, mais un cas de figure concret. La personne est face à vous, elle a acheté son billet, elle aime cette pièce, elle veut la voir, mais elle vous dit, ma liberté de citoyen, je ne souhaite pas être vacciné, vous n'avez pas à m'interdire les lieux. Est-ce que juridiquement vous êtes protégé ou pour l'instant vous ne l'êtes pas ? Notre obligation sera de laisser rentrer dans la salle les spectateurs qui seront détenteurs d'un pass sanitaire ou d'un test PCR. Donc les autres ne rentreront pas, quels que soient leurs arguments. Malheureusement, les autres ne pourront pas rentrer puisque c'est ainsi que le dispositif aujourd'hui est proposé. Proposer, la loi n'est pas encore validée. Hein. Donc nous appliquerons les réglementations telles que le gouvernement les décidera. Donc pour vous, c'est intéressant quand même de vous entendre, c'est pas une mauvaise nouvelle pour les théâtres, parce que vous étiez déjà très engagé dans des mesures sanitaires draconiennes. C'est pas une mauvaise nouvelle, Arnaud, si vous me le permettez, depuis que la vaccination est autorisée à tous. C'est ça. Parce que dans un premier temps, évidemment, nous avons fait le choix de ne pas demander le pass sanitaire pour pouvoir permettre l'accès à la salle à toutes les catégories de public pour démocratiser l'accès à la culture. Aujourd'hui, on est dans une disposition tout à fait différente. Tout le monde peut se faire vacciner. Le gouvernement nous incite à tenir cette réglementation serrée. Nous le ferons
pour protéger à la fois nos spectateurs et nos collaborateurs. Et bien sûr, il y a les comédiens et les techniciens. Parce que l'ensemble des je ne veux pas vous faire toute l'interview et le débat avec vous, mais un technicien en charge des questions électriques dans un théâtre, parfois il y a un de permanence et qui vous dit moi désolé, je n'irai pas me faire vacciner. Sincèrement, vous vous posez une petite question, vous dites mais je peux ouvrir, maintenir ma pièce. Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens qui vous tiennent un spectacle. Bien sûr, bien sûr. Cette question, elle est fondamentale dans une entreprise comme la vôtre. Oui, et on a 6 semaines pour y répondre. Et pour les convaincre. Pour les convaincre, je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens dans les théâtres qui ont quand même cette conviction que pour se protéger, parce qu'ils reçoivent énormément de public, il faut se mettre dans les dispositions sanitaires les plus sécurisantes possibles. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cas qui se présentent. S'il y en a, on les traitera dans le respect des gens et dans le respect de la loi. Marine Balançard, juste vous évoquez à travers cet article cette espèce de monde un peu ultra moderne. On a Netflix, on a Amazon, on se fait livrer, on bouge plus parce que cette crise Covid fait qu'à un moment donné, on nous dit on peut plus se déplacer, on peut plus rien faire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers votre article qui dit finalement ça va favoriser les grosses multinationales, et vous citiez Amazon d'ailleurs, je crois. Mais oui, parce que en fait, il y a une partie dans tous les pays, on voit qu'il y a à peu près 60% de vaccinés. On n'arrive pas tellement à aller au-delà. Donc, ça veut dire que 40% des Français n'auront pas de passe sanitaire. Et donc, ils vont devoir vivre. En fait, ils sont confinés, ils ne peuvent rien faire. C'est ça. Ils sont libres, mais ils peuvent aller nulle part. En fait, grosso modo. En gros, 40% des Français ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas aller au théâtre. Pas de théâtre. Ils ne pourront pas prendre un café dans un bar. Ils ne pourront pas aller au Châtelet. Ils pourront peut-être plus travailler, puisque peut-être que leur entreprise va imposer le pass. Et donc, ils vont vivre en remote, à distance. Donc, ils vont vivre chez eux, ils vont faire des restaurants chez eux. Comme dit Emmanuel Macron, ils pourront voir leurs amis chez eux. Mais ils vont consommer. Et ne pouvant plus aller au cinéma ou au théâtre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire comme ce qui a été fait, c'est Netflix. S'ils ne peuvent plus faire leurs courses dans les centres commerciaux, ils iront sur Amazon. Et c'est là qu'il y a quand même une ambiguïté double société, économique. Ça renforce la fracture française. Comment relancer l'économie avec seulement actuellement les 28 millions de Français vaccinés ? C'est ça que je ne comprends pas, c'est que personne n'a son passe sanitaire, très peu. Peu. Quelques-uns. 28 millions, dont une bonne partie en EHPAD. Vous l'avez, votre passe sanitaire ? Vous l'avez, vous ? Je vérifie les passes sanitaires à la fin de l'émission. Mais à part ça, on devrait être à 36 millions vers la fin de l'été, entre 36 et 40 millions. Ce qui est vrai, c'est que quand on dit qu'il y a un rush des Français, il n'y a que 3 millions, soit 18 millions. Pardon, sur les 21 millions des Français qui ne sont pas vaccinés, qui ont fait cette démarche. Ce qui veut dire qu'il y a 18 millions des Français qui semblent ne pas décider à la faire, en pratique. Oui, et surtout les jeunes. Vous savez que les jeunes... Sans compter les jeunes de moins de 12 ans. 18-25 ans, il y a 5% de vaccinés. Ils vont faire quoi cet été ? On ne peut plus prendre de rendez-vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, les conseillers juridiques du Premier ministre et évidemment de ceux qui sont au pouvoir se posent des cas de conscience équivalents à celui qu'on a sur le plateau. Parce que les 18-25, ils ont leurs enfants. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait des 18-25 qui veulent aller prendre un café au bar l'été ? Cet été, ils ne peuvent pas. Ils montrent quoi ? D'un point de vue juridique, il y a des ruptures d'égalité que le Conseil constitue risque de souligner. Il y a un autre débat, les restaurateurs font un recours au Conseil d'État parce qu'ils estiment, et ça la question, elle est posée, on l'a posée évidemment à Frédéric et il nous a répondu, mais vous, chef d'entreprise et EDC, qui décide ? C'est un vigile à l'entrée d'un centre commercial qui regarde le QR code ? C'est à l'entreprise de prendre en charge tout ça ? Comment on fait là ? Comment vous regardez ce débat ? On demande beaucoup à l'entreprise là quand même dans cette crise Covid. Elle doit faire beaucoup de choses quand même. Mais je crois que les entreprises sont habituées à accepter beaucoup de charges. On leur met en permanence des charges sur le dos, donc ça malheureusement... Les charges sociales ou les charges... C'est ça que vous faites... voilà. De charges sociales, je dirais de charges fiscales, donc elles ne sont pas une charge de prêt. Mais plus fondamentalement, là, aujourd'hui, elles vont s'occuper de la santé, où elles vont avoir accès à des données qu'elles ne devraient pas avoir à gérer. Donc c'est vrai que c'est une intrusion majeure dans la vie, je dirais, et de leurs clients et de leur personnel. La question, elle est posée, elle est aujourd'hui, nous allons partir en vacances, pour ces vacances bien méritées, parce que les précédentes avaient été un peu étranges. Comment vous la regardez, cette rentrée, François Vigne ? Parce qu'on nous dit la croissance, on l'a réévaluée, ça se passe bien, l'économie repart. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une sorte de flou incroyable. On nous parle d'un autre variant qui est en train d'arriver. En plus de ce variant Delta, d'autres variants arriveraient. Comment vous regardez cette rentrée, vous, en tant que chef d'entreprise ? D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est de voir Stéphane Bancel, le patron de Moderna, qui disait la semaine dernière qu'il y aura des variants beaucoup plus compliqués à gérer que le Delta. Donc, il n'est pas évident que le pass sanitaire suffira à assurer les choses demain. Parce que si jamais le vaccin se révélait
peu puissant face aux nouveaux variants, on se retrouve dans la même difficulté. Il faut quand même être clair vis-à-vis des Français. Il n'y a pas de certitude du tout que les vaccins protègent contre les prochains variants. On l'espère tous. Ce qui d'ailleurs suscite le doute chez certains Français. Non, mais il faut tous le souhaiter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a aucune certitude. Donc dire aux Français que le pass sanitaire et le vaccin, c'est la solution absolue, on n'en sait rien. De même qu'on ne savait pas il y a un an où on en serait aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Il faut être très clair. Et les propos là encore, de Stéphane Bancel, qui n'est pas Madame Soleil, mais qui quand même connaît pas mal ces sujets, sont tout à fait éloquents en la matière. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que les Français sont en même temps très désireux, on le voit bien, très désireux de reprendre une vie normale. C'est la il y a vie, une immense volonté de vivre. Normal. Que ça, c'est très positif. Il y a une immense volonté de reprendre une vie sociale, de pouvoir faire plein de choses. Et en même temps, il y a des inquiétudes. Et avec par ailleurs une perspective présidentielle qui va être compliquée. Donc la rentrée prochaine risque d'être complexe. Mais j'allais venir, Marine Balançard, parce qu'il y a des enjeux de santé publique pour protéger les populations. Il y a au même moment Bruno Le Maire qui souhaite que l'économie reparte et que les Français puissent consommer, puissent sortir l'argent des livrets A. Et puis là-dessus, il y a une campagne présidentielle avec des candidats qui vont expliquer chaque jour que le président Macron ne fait pas le boulot, qu'il ne sait pas comme ça qu'il fallait faire, qu'on aurait dû faire comme ça. Ça va complexifier finalement même la compréhension pour les Français de ce dossier. Mais ça ne va pas tellement être complexe ni agité. Je crois que la réforme des retraites, c'est terminé. Oui. Il a dit que ce serait après la pandémie. Ça, c'est réglé. Il n'y a pas de fin de pandémie prévue. Donc il s'en sert pour vous. Non, mais il va pas y avoir... Elle a bon dos, la pandémie, certains disent, elle a bon dos. En tout cas, il s'interdit de faire des choses, voilà, tant qu'il y a la pandémie. Et comme il y aura, comme vous le disiez, probablement d'autres variants, c'est reporté à s'inédier. Il n'y a pas de... Donc ça, la réforme des retraites, c'est réglé. Donc, en ce qui concerne la complexification des relations sociales ou des réformes, il n'y en aura pas. Par contre, le budget file, les dépenses publiques filent. Là, on parle de mettre un revenu minimum pour les jeunes, c'est plusieurs milliards par an. Annonce de lundi, RSA là, jeune en quelque sorte. Voilà, donc là, en fait, ça va être assez zen jusqu'à la prochaine présidentielle. Il n'y a plus rien sur le tapis. Vous dites le président rase gratis. Il a choisi, pour les Français. il a choisi sa ligne, hein. C'est pas de vague. Enfin, à part sur le pass sanitaire. Là, je ne sais pas... Frédéric Yvernel, vous, de votre fenêtre, la culture a été quand même pas mal amochée pendant cette crise Covid. Elle redécolle très doucement, c'est-à-dire l'activité reprend, des comédiens jouent, un public les écoute. Est-ce qu'il y a une inquiétude de votre côté que vous subissiez, un peu comme le disent les restaurateurs? Il y a des restaurateurs qui disent des choses terribles. Ils disent, mais en fait, on a l'impression qu'on nous empêche de travailler, qu'on ne veut plus, on ne veut plus qu'on exerce vraiment notre profession. On va disparaître. Ce qui vient faire écho d'ailleurs au débat de Netflix, d'Amazon, où on consomme à distance grâce à notre téléphone portable. Et ils disent, nous, on va mourir. Est-ce qu'il y a comme ça, dans l'idée que s'il y a une nouvelle vague et avec un risque de confinement, il faut utiliser les mots, vous êtes de nouveau en première ligne, vous, hein? La culture, elle a été abîmée par la crise, mais elle a été extraordinairement soutenue par le gouvernement. Il ne faut jamais oublier ça, hein. On traverse ces 18 derniers mois dans une santé relative du fait des aides gouvernementales qui ont accompagné, évidemment, la crise sanitaire pour les institutions culturelles. Maintenant, ce qu'on ressent, c'est un peu ce que François évoquait, en l'occurrence, une envie de revenir, c'est-à-dire que le taux de réservation est plutôt en croissance. Les spectateurs qui viennent dans la salle sont extrêmement heureux de retourner au spectacle. Oui. Ils sont extrêmement respectueux ensuite des conditions de disposition, des fauteuils, etc. Oui. Donc ils sont quand même dans une démarche qui est une démarche très sécuritaire. Ils sont heureux de voir que effectivement les dispositions que le théâtre met en œuvre sont dans une seule dynamique de les protéger les uns des autres. Donc moi, je ne suis pas très inquiet de la capacité de nos concitoyens à revenir dans les salles de spectacle. Le cinéma marche correctement, les blockbusters ressortent, et c'est quand même un marketing de l'offre, c'est-à-dire que plus l'offre est importante, plus les gens vont retourner. Les entrées au cinéma, hein, Frédéric. Oui, mais les blockbusters ressortent. Les blockbusters, effectivement, les grosses écuries américaines. Le 14 juillet sonne le retour des gros blockbusters. Donc moi, je ne suis pas très inquiet. Je suis un peu plus inquiet peut-être pour la population des plus jeunes, qui en septembre se retrouvera confrontée sans doute dans les écoles au pass sanitaire, et avec certains qui pourront aller en classe et d'autres qui ne pourront pas y aller. Oui, c'est 12-17. Et ça me déstabilise un peu plus.
parce que c'est là que effectivement peut se retrouver le terreau du désespoir en quelque sorte. Oui, parce qu'il y aura effectivement une rupture là aussi d'égalité avec des jeunes, parce que leurs parents leur ont demandé de ne pas se vacciner, qui ne pourront pas accéder à certains espaces. Même l'école, le débat reste posé. Personne n'en parle de ce débat. On ne sait pas encore ce qui vient trop, là. pour la jeunesse, c'est que quand on lit l'avis du Conseil consultatif national d'éthique du 15 juin, il dit clairement qu'il y a il y a plus de risques que de bénéfices, je dirais, pour les jeunes adolescents en termes de vaccination, et que donc il y a plus de risques à les vacciner. Et en tout cas, que nous n'avons pas suffisamment, je dirais, d'éléments. Mais ce qui est certain, c'est que de recul scientifique. Il y a eu 0 mort français jeunes entre 0 et 15 ans. 0, je dirais, depuis le début de la crise Covid. En revanche, il y a quelques victimes, je dirais, de vaccination. Donc il y a des risques, mais ce qui est normal. Et donc aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr, je dirais, des bénéfices pour eux. Et le comité consultatif national d'éthique disait inversement, il pourrait y avoir une responsabilisation des adultes qui éviterait comme ça aux jeunes de se faire vacciner. Et quand en plus on met 450 milliards de dettes, je dirais, sur les jeunes, qu'on rajoute encore des déficits cette année, je trouve qu'on est en train de faire peser un poids colossal sur la jeune génération et que nous ne sommes pas responsables vis-à-vis de notre jeunesse. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne prend pas du tout assez en compte les intérêts de notre jeunesse qui devraient être prioritaires. C'est intéressant. La jeunesse de France devrait être notre priorité à tous. Enfin, vous nous dites. Je pensais plutôt, moi, au 18-25. Parce que rentrer dans les facultés. Il y a les 12-17. Mais quand on parlait d'école. 12-17, c'est cette tranche d'âge qui est quand même ciblée, là. Et aujourd'hui, cette tranche d'âge, c'est vraiment aujourd'hui la plus victime, pour l'instant, de tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Mais d'ailleurs, on est tellement dans le flou que certains disent aujourd'hui, mais certains le proposent, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'autres formules pour nous soigner, c'est-à-dire des traitements? On est resté sur le vaccin qui semble être aujourd'hui la filière la plus stable, mais il y a quand même une angoisse aussi un peu existentielle de Français qui disent, mais moi, j'ai pas assez de recul. Est-ce que vous les entendez, ces Français qui disent laissez quand même moi la liberté de douter? Ils ne sont pas anti-vaccins, ils doutent. On peut les entendre. Mais là, toute la stratégie est effectivement vaccinale. Or, en fait, la maladie est tellement complexe qu'on ne comprend pas pourquoi tout est sur le vaccin. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une prise en charge beaucoup plus globale? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas tout? Je crois que c'est ça que ressentent les Français, c'est pourquoi on n'essaye pas tout? Pourquoi il n'y a pas de préventif? Comment se fait-il qu'on ne trouve aucune molécule qui puisse aider à certains stades de la maladie? Je pense que par ailleurs, il y avait un autre élément, moi, que François, je revoyais avec intérêt, parce que le ministre disait il y a 2 jours, c'est soit la vaccination, finalement, soit le confinement. C'est ça. Et ce que je regardais avec intérêt, c'est que la Suède... Ou la fermeture au restaurateur. On a fait quelques reproches à la Suède qui n'avait pas confiné. Mais aujourd'hui, la Suède continue à avoir 15% de moins de morts que nous. Si on rapproche le nombre de morts par rapport à la population, il n'aurait que 98 000 morts, alors que nous, on en a 111 aujourd'hui. Et elle a fait le choix de ne pas confiner. Je trouve encore que le confinement n'est pas une obligation. Ce qui ne veut pas dire que le confinement peut être une stratégie, mais il y a d'autres stratégies qui sont possibles. Donc quand on dit que c'est confinement ou vaccination, je pense qu'on va un peu trop vite fermer le débat. Il y a sans doute d'autres solutions plus intelligentes à mettre en œuvre. Je vous fais sortir de vos zones de confort, mais est-ce que vous avez le sentiment que cette fameuse année présidentielle, elle est finalement percutée, elle ne pourra pas être une année présidentielle comme les autres, à cause de tous les sujets qu'on évoque, c'est-à-dire un projet de loi en gestation, des limitations de liberté? C'est pas une campagne présidentielle comme les autres. La réalité, en fait, c'est qu'on est face à la réalité, c'est qu'après il y a tout ce qu'on peut vouloir, l'homme qui se croit, je dirais démiurge, mais il y a la réalité, que la réalité est plus forte que nos volontés. Oui. Ça va être difficile de faire campagne là. Il y a un sujet qui va être très particulier cette année, c'est que on ne sera pas dans la projection. Oui. Et c'est ça qui va être très particulier dans cette élection présidentielle. C'est-à-dire que les uns et les autres seront confrontés à une réalité qu'ils n'arriveront pas à dépasser dans l'esprit des Français. Et donc nous projeter à 5 ans va être extrêmement compliqué, alors qu'on ne sait toujours pas, par exemple en septembre, comment effectivement la donne va être organisée. Et là, on va avoir un jeu politique qui sera extrêmement intéressant à observer entre ceux qui ont la capacité finalement à surfer sur le moment et ceux qui sont dans l'incapacité de faire autrement que projeter les gens. C'est ça. Et je trouve que ça résume bien la problématique. On a le nez sur la vitre et on a du mal évidemment à se projeter. Elle nous bloque cette vitre Covid. Oui, mais c'est tout le rôle du politique, c'est de rendre désirable le futur. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun homme ou aucune femme politique qui arrive à rendre le futur désirable. Qu'est-ce qui peut nous faire parce qu'on a désirer la vitre Covid? Non. Je sais pas. Je pense qu'à d'autres. Je sais pas. Quel est le projet commun? Si on se replace en 44, c'est vrai que je pense qu'il y avait une réalité relativement dure en face de nous. Je pense qu'il y avait la reconstruction, il y avait encore des choses. Et pourtant, certains hommes politiques ont été capables de nous faire rêver, de nous projeter dans l'avenir. Bien sûr. Donc ça ne dépend pas que de la situation. Ça dépend aussi de la qualité des dirigeants. Du charisme, ou en tout cas de sa vision. De la qualité et de la vision. De la vision. Et quelle est leur espérance? De la capacité des gens, à entendre ça. Parce que les situations de 44 ne sont pas celles du moment. Non, bien sûr. Et la capacité des plus jeunes, par exemple, à être enchantés,
elle est vraiment questionnée aujourd'hui plus que jamais, moi je dirais. Mais ça, C'est vrai. Une jeunesse un petit peu, évidemment, bousculée avec le débat qu'on a eu sur les 18-25 et je pense aux 12-17, puisque, je le redis, le ministre Véran a évoqué un pass sanitaire qui s'appliquera pour les adolescents de 12 à 17 ans. Cette question, elle est en suspens, elle est importante, avec un bénéfice-risque, parce que c'est le débat posé par François. Merci d'être venu sur ce débat, l'avant-dernier débat de la saison, puisqu'on en aura un vendredi prochain. Je ne sais pas encore, ce sera la surprise si vous êtes là. Marine Balançard, merci, DG du cabinet de formation et de conseil Ariséal, et vous écrivez beaucoup dans l'Obs. Vous écrivez beaucoup dans l'Obs et dans le Huffington Post. L'Express et Marianne. L'Express et Marianne. Et bien d'autres. Et bien d'autres encore. Merci à Frédéric Hivernel, DRH du Théâtre du Châtelet. Pardon, si vous me le permettez, je vous le permets. Sur la place du Châtelet, dimanche, il y a un grand spectacle de jazz gratuit organisé par le théâtre. Génial. Donc j'invite tous nos spectateurs à nous y rejoindre. Les artistes qui viennent, les musiciens. Jazz band. Jazz band. Jazz band. Du jazz band, c'est sympa, c'est convivial. Très sympa. Et il fera avec beau. La possibilité de prendre un verre, malheureusement sans passe sanitaire. Sans passe sanitaire. Mais avec ou sans, mais selon les recommandations derrière. C'est quand même pas le bonheur, place du Châtelet. Dernier bonheur. Et merci à François Vigne, qui sera peut-être place du Châtelet, fondateur et directeur associé de Sycomore Corporate et l'un des membres éminents des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On termine notre débat et on va terminer notre émission par un livre, c'est le livre de Smart Job, avec l'auteur Charlotte Dupeyrat. Elle est avec nous, elle va être avec nous dans quelques instants. Orchestrer l'intelligence collective. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire exactement ? Elle va tout nous expliquer. Le livre de Smart Job en direct avec notre autrice Charlotte Dupeyrat. Bonjour Charlotte. Bonjour Arnaud. Merci d'être là. Vous êtes consultante conférencière, auteure de ce livre, Orchestrer l'intelligence collective, avec ce sous-titre, des univers professionnels éthiques, attractifs et performants chez Pearson. On dit Pearson ? Pearson, je crois. Pearson. Je sais pas trop. D'abord, votre histoire à vous, parce que quand on écrit un livre, il y a toujours une histoire. Ce livre, il s'inscrit dans un moment particulier d'une vie. Pourquoi avoir eu ce désir d'écrire ce livre ? Il venait marquer la conclusion d'un parcours professionnel, d'un moment de votre vie ? Alors, je pense que je fais partie d'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se retrouvent plus dans le modèle classique, traditionnel de l'entreprise, et que la manière de faire n'avait plus sens pour moi. Et je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce qu'aujourd'hui le modèle traditionnel est très taylorisé, normé, industrialisé. Il nous faut aller vers plus de prise en compte de l'incertain, de l'agilité. Et on voit bien qu'il nous faut réinventer nos manières de travailler ensemble. Alors c'est intéressant, d'abord ce livre, il est bien écrit, et puis vous y mettez des petits dessins qui viennent un petit peu aérer aussi la lecture. On sent chez vous quand même l'idée d'un peu de renverser la table. Finalement, vous avez envie de transformer. Je ne sais pas comment vous faites quand vous accompagnez vos clients, mais c'est quand même compliqué de transformer presque 2 siècles, vous parliez de taylorisme, presque 1 siècle de vie industrielle, managériale, très verticale. Comment on fait ? Qu'est-ce que vous dites ? Alors, mon objectif, c'est pas de renverser la table, mais c'est véritablement d'acculturer vers de nouveaux schémas mentaux. Parce que c'est là où se situe la problématique. C'est-à-dire que le modèle classique est fait à partir de schémas mentaux, et il nous faut aller vers d'autres schémas mentaux pour appréhender le monde VUCA, le monde volatile, incertain, complexe et ambigu qui est... Plus que jamais en ce moment. Plus que jamais en ce moment. Oui. Et vous parliez, j'écoutais tout à l'heure, de se projeter, de la vision, d'enchanter les jeunes. Et on voit bien que là, il nous faut réinventer nos manières de travailler. Et donc, pour réinventer nos manières de travailler, c'est l'acculturation vers de nouveaux schémas mentaux, de nouvelles manières de faire. Et pour ça, il faut faire un saut. C'est-à-dire qu'il faut accepter de s'extraire de ces schémas mentaux passés pour aller vers de nouveaux schémas mentaux. Et qui prend par la main les salariés, Charlotte ? Qui les aide à franchir ce pas ? Alors, votre livre peut les aider, il faut le lire, mais comment on fait pour muter finalement, pour sortir de soi-même, pour faire cet effort ? C'est pas si simple. C'est pas si simple, parce qu'il y a des résistances au changement, et c'est normal, c'est naturel, on a tous des résistances au changement. On préfère faire ce que l'on connaît
être ancré dans nos habitudes que aller vers l'inconnu et le nouveau. Et c'est parfaitement normal. C'est un sujet qui tourne autour de votre livre, mais les transformations liées au Covid, les accélérations liées au Covid viennent faire écho à votre livre. Vous le pressentiez, je ne sais pas à quel moment vous l'avez écrit, s'il a été écrit avant Covid ou pendant Covid, mais il vous a inspiré, cette crise Covid est inspirante finalement. Il a été écrit avant Covid, ce qui montre bien que cette crise Covid, elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que simplement une crise Covid. C'est vraiment un changement de regard qu'il faut avoir sur nos manières de travailler. L'entreprise, elle ressemble à quoi ? Elle va ressembler à quoi à la rentrée ? Alors, c'est la question que tout le monde se pose, mais dans les 5 années à venir, on nous dit les managers, ils sont plus à leur place, ils sont trop autoritaires. Certains vont même jusqu'à dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de managers ? Quel est le regard que vous portez, vous qui avez eu une vie dans l'entreprise, vous avez travaillé dans l'entreprise, puis après vous avez franchi le Rubicon. C'est quoi l'entreprise de demain ? C'est quoi le salarié dans l'entreprise demain ? Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? J'ai aussi écrit ce livre pour recentrer l'humain dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils digitaux, avec l'intelligence artificielle, on va avoir des projets qui vont déployer l'intelligence artificielle, les outils digitaux ou les éléments techniques, et on oublie l'humain. Or, l'humain, c'est essentiel. Et on voit bien qu'il y a une perte d'engagement forte, une perte de sens de plus en plus forte. La problématique du burn-out est une vraie problématique qui est un symptôme, qui est le symptôme d'un manque d'intelligence collective dans les entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de réfléchir à la manière dont on accompagne l'émergence de l'intelligence collective au sein des entreprises. Quand vous dites ça, vous vous adressez à qui ? Aux DRH, aux dirigeants, à ceux qui, finalement, n'ont pas encore totalement muté, parce que c'est eux qui prennent des décisions. C'est à eux que vous parlez aujourd'hui. C'est à eux que je parle aujourd'hui. Transformez-vous de l'intérieur. Bien évidemment, c'est à eux que je parle aujourd'hui. Et par exemple, ce livre, je l'ai écrit en me disant... il va être lu par des managers ou des DRH, ils vont être plusieurs dans une même entreprise à le lire, et le fait qu'ils soient plusieurs à le lire, finalement, ça va aider à accompagner cette dynamique collective, notamment L'Oréal a acheté 100 livres pour ses DRH. C'est ça. Donc c'est vraiment cette idée d'acculturation qu'il y a derrière. Moi-même, j'accompagne les entreprises et je les aide finalement à sortir du cadre, à s'acculturer, à également travailler la dynamique collective, et on ne la travaille pas assez. Et c'est quoi la dynamique collective ? On se met autour d'une table, il y a du brainstorming, on écoute, on est dans la bienveillance. C'est quoi la dynamique collective ? Alors, il y a 2 niveaux de dynamique collective. Il y a la manière dont on est organisé au sein de l'entreprise. Et il faut repenser cette manière de s'organiser, cette manière de faire les choses, cette manière de s'orchestrer avec les RH et les managers. Et puis, il y a aussi l'équipe. Et finalement, le travail de coordination en équipe, le fait de faire que l'énergie circule, qu'on s'écoute vraiment, qu'on voit les talents des uns et des autres, ça se travaille, et il faut prendre ce temps-là. Une toute dernière question. En fait, ce que vous dites là est une sorte de bon sens évident. Ça me fait penser à ce film avec Benoît Poelvoorde où le type lui dit « mais en fait, tu m'apprends à marcher ». En fait, c'est ça. Enfin, ça semble être évident et on ne le fait pas, on n'y arrive pas. C'est étrange. On l'a un peu perdu de vue. Et on l'a un peu perdu de vue. C'est du bon sens, mais ce que je vois, c'est que comme le livre a des très bons retours et que là, il y a bientôt les exemplaires de la première édition qui vont être tous écoulés. Il y a eu un article dans Les Échos. J'ai été reçue par un conseiller à l'Élysée pour parler de ce livre. Donc ça montre bien qu'il y a une demande, en fait, qu'il y a une attente, que les gens veulent qu'on s'intéresse à leur vécu dans l'entreprise, à leur expérience collaborateur, à ce qu'ils vivent vraiment. Vous répondez, en tout cas, vous répondez à un vide, puisque c'est de cette question-là qui est posée sur le travailler ensemble et l'intelligence collective. Merci Charlotte. Charlotte Dupeyrat, avec la collaboration, je le précise, de Charles-Henri Besser des Ors, qui est professeur à HEC. C'est ça, qui m'a mentoré pour le travail de ce manuscrit. Je voulais le citer parce qu'il dit des belles choses sur votre livre. Merci beaucoup. Orchestrer l'intelligence collective, il est sorti chez Pearson. Il est en rupture de stock, dépêchez-vous, courez vers les librairies parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Il va être réédité, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine, en direct évidemment dans l'émission Smart Job. Merci à vous Charlotte de clore cette semaine. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à toute l'équipe, Romain Luc pour la réalisation, merci Amanda Montero pour le son aujourd'hui et puis merci à Sybille pour l'accueil invité. Voilà, j'ai été complet, puis merci les maquilleuses, parce qu'on les cite jamais, ces maquilleuses qui font qu'on est beau tous les jours et elles sont formidables. Merci, bon week-end à vous, portez-vous bien évidemment et puis on en saura plus la semaine prochaine sur ces débats de vaccination qu'on va suivre de très près. Ils ont un impact sur la vie de vos entreprises. Merci, bon week-end, bye bye.